Imaginez, vous êtes seul au bureau tard le soir. Vous activez les caméras de votre maison pour voir votre famille. Et vous découvrez votre femme au lit avec non pas un, mais vos deux meilleurs amis. J'avais le choix. Tout casser immédiatement ou attendre 24 heures pour les détruire complètement. Mais en écoutant leur conversation, j'ai compris que l'adultère n'était que le début. Ils avaient un plan détaillé pour me voler mon entreprise, vider mes comptes et m'envoyer en prison pour 10 ans dès le lendemain matin. Ils pensaient que j'étais une taupe aveugle, mais ils ont oublié que c'est dans l'ombre que l'on prépare les meilleures contre-attaques. J'ai décidé de transformer leur dîner de victoire en une exécution publique, où chaque sourire cachait un piège mortel. Cette histoire va vous prouver que parfois, le silence est l'arme la plus bruyante qui soit. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Histoire d'infidélité. Dans les commentaires, écrivez de quelle ville vous nous regardez et quel temps il fait dans votre rue. Restez avec nous jusqu'à la toute fin, car le prix à payer pour cette vengeance a été bien plus élevé que de l'argent. L'écran de mon téléphone était la seule source de lumière dans le bureau obscur du 25e étage. J'aurais dû consulter les graphiques de vente, mais au lieu de cela, je regardais une diffusion en direct depuis mon propre salon. Je voyais leur visage. Je voyais la grimace de plaisir sur le visage de ma femme Sophie. Je voyais qui exactement lui procurait ce plaisir. Pas un, mais deux. Julien et Mathieu, mes meilleurs amis depuis l'université, les hommes à qui je confiais les clés de mon coffre-fort, avec qui j'avais baptisé mes enfants. Ils buvaient mon whisky, riaient assis sur mon canapé et détruisaient méthodiquement ma vie. À cet instant, je n'ai pas crié, je n'ai pas brisé mon téléphone. J'ai simplement appuyé sur le bouton d'enregistrement et j'ai senti quelque chose mourir définitivement en moi. Cédant la place à une rage glaciale et calculatrice. Le compte à rebours était lancé. Il leur restait exactement 24 heures. Merci d'être avec moi. Maintenant, place à l'histoire. J'ai toujours pensé que la paranoïa était le lot des faibles. Les gens forts construisent leur vie sur la confiance et le respect. C'est exactement ainsi que j'ai bâti mon entreprise. Et c'est exactement ainsi, me semblait-il, que je construisais ma famille. Je m'appelle Antoine. J'ai 38 ans et j'ai l'habitude de tout contrôler. Mais, comme il s'est avéré, l'aspect le plus important de ma vie, la fidélité de la femme que j'aimais, m'échappait totalement. Ce jour-là, je m'étais attardé au bureau. Nous finalisions une opération complexe de fusion et les avocats nous épuisaient avec chaque virgule du contrat. J'avais la tête qui bourdonnait. Pour me distraire un peu, j'ai décidé de vérifier le nouveau système de maison connectée que les techniciens avaient fini d'installer chez moi la veille au matin. Sophie, ma femme, ne le savait pas encore. Je voulais lui faire une surprise. Contrôle complet de l'éclairage, du climat et de la sécurité depuis un seul panneau. Une surprise ? Bon sang. J'ai ouvert l'application. Sur l'écran sont apparues les miniatures des caméras, l'entrée, la cuisine, la chambre et le salon. J'ai appuyé sur le salon, m'attendant à voir Sophie en train de lire un livre ou de regarder une série. Elle se plaignait souvent de s'ennuyer pendant que je vivais au bureau. Et je me sentais coupable. Je m'efforçais de lui offrir un niveau de vie dont beaucoup ne font que rêver. Des vêtements de marque, des vacances 4 fois par an, une liberté totale. L'image s'est chargée en haute résolution. Le son était d'une clarté cristalline. « Antoine ne va certainement pas débarquer aujourd'hui », a retenti une voix que j'aurais reconnue entre mille. Julien, mon directeur financier, mon ami, que j'avais sorti d'un gouffre de dettes il y a 5 ans. « Il est enterré dans ses papiers », a répondu la voix de Sophie. Elle riait. Ce rire pétillant dont j'étais autrefois tombé amoureux. Il a dit qu'il serait là après minuit. Détendez-vous. La caméra couvrait toute la zone de détente. Je les voyais. Sophie était assise sur les genoux de Mathieu, mon associé dans l'entreprise de construction, le parrain de notre fille, qui heureusement séjournait chez sa grand-mère en ce moment. Julien versait du vin, mon vin de collection, que je gardais pour notre anniversaire. Le souffle m'a manqué. Ma première impulsion a été de bondir, de sauter dans ma voiture, d'arriver chez moi en 15 minutes, de défoncer la porte. Et quoi ? Me battre, casser la figure à 2 salauds qui, physiquement, sont peut-être plus faibles que moi, mais qui sont 2 contre 1. Faire un scandale, après quoi Sophie sangloterait en criant qu'elle manquait d'attention ? Non. Je regardais l'écran comme hypnotisé. Je voyais Mathieu, souriant narquoisement, lui chuchoter quelque chose à l'oreille, tandis que Sophie renversait la tête en arrière. Je voyais Julien s'approcher d'eux, et les limites du tolérable s'effaçaient complètement.
Il ne m'avait pas simplement trahi. Il se moquait de moi dans ma propre maison, sur mon canapé, en buvant mon vin. Ce n'était pas juste une infidélité, c'était un complot. Une alliance à trois contre un seul homme qui les faisait tous vivre. Mon doigt a plané au-dessus du bouton d'appel de la sécurité de la résidence. Un coup de fil, et dans 3 minutes, les gars de la sécurité jetteraient ces deux-là dehors. Mais j'ai retiré mon doigt. Trop simple, trop facile. Ils ne comprendraient pas. Ils mettraient tout sur le compte de l'alcool, de la passion, du « ça s'est passé comme ça ». Ils commenceraient à s'excuser, à louvoyer, à inventer des justifications. Je n'avais pas besoin d'excuses. J'avais besoin de destruction. Une destruction totale et complète de leur vie tranquille. J'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement. Le fichier a commencé à se sauvegarder dans le cloud. J'ai regardé encore 1 minute, absorbant chaque détail, chaque mot, chaque mouvement. Je mémorisais ce moment de douleur pour le transformer en carburant. Soudain, le téléphone a bipé avec un message entrant. C'était Sophie. « Chérie, je suis tellement fatigué aujourd'hui, j'ai mal à la tête. Je vais boire une tisane et me coucher tôt. Ne fais pas de bruit quand tu rentreras. Je t'aime. » J'ai reporté mon regard sur la diffusion. Sophie embrassait Julien à cet instant, pendant que Mathieu déboutonnait sa chemise. « Je t'aime. » Ces 2 mots ont été le déclic. Si jusqu'à ce moment le choc et la douleur se battaient encore en moi, il ne restait maintenant qu'un calcul glacial. Je me suis renversé dans mon fauteuil en cuir et j'ai regardé la vue panoramique de la ville nocturne. Mon visage se reflétait dans la vitre. Il était d'un calme effrayant. Pas une larme, pas un muscle de trop. J'ai regardé ma montre. 21h15. Demain soir, nous avons prévu un grand dîner pour célébrer la conclusion de l'accord. Tous les 3 seront là. Ce sera la scène parfaite. J'ai exactement 24 heures pour préparer le terrain. Je dois vérifier les comptes. Je dois ressortir tous les vieux documents sur lesquels j'ai fermé les yeux par amitié. Je dois faire en sorte que, quand je frapperai, il n'ait nulle part où fuir. J'ai saisi un stylo et une feuille blanche. En premier point, j'ai écrit « actif ». En second, « preuve compromettante ». En troisième, « dénouement ». Je ne rentrerai pas chez moi ce soir. Je resterai ici, au bureau. J'avais beaucoup de travail. Mais avant de commencer, j'ai envoyé à Sophie un message en retour, court, sec, mais absolument véridique dans son nouveau sens. « Repose-toi, ma chérie. Demain sera une journée très chargée. Je te prépare une surprise. » J'ai vu sur l'écran comment elle avait lu le message, souri et montré son téléphone à ses amants. Ils ont éclaté de rire à l'unisson. Riez, et je pensais en ouvrant sur mon ordinateur portable l'accès au compte bancaire professionnel auquel Julien et Mathieu avaient accès. Riez plus fort, parce que c'est votre dernière soirée joyeuse dans vos vies misérables. J'ai tendu la main vers le téléphone pour passer le premier appel. Mon avocat personnel et le chef de la sécurité de l'entreprise ne dormaient jamais quand je les appelais. Et ce soir, ils allaient passer une nuit blanche. Mais soudain, la caméra a capté un mouvement qui a glacé mon sang encore plus que la trahison elle-même. Julien, titubant, s'est approché de la commode où se trouvaient mes documents laissés ce matin. Il a pris le dossier marqué « Confidentiel » et a commencé à photographier les pages. La photographie des documents changeait tout. Si jusqu'à ce moment j'étais simplement un mari trompé dont le cœur était déchiré en lambeaux, je devenais maintenant un directeur général à qui on volait son entreprise. Mon cerveau, habitué à fonctionner dans des situations de stress, est immédiatement passé en mode guerre. Les émotions au congélateur, seulement les faits, la logique et le calcul. Je connaissais ce dossier, bleu avec une marque de feutre à peine visible dans le coin. Y reposaient les ébauches d'audit avant la fusion et, plus important encore, les schémas d'optimisation fiscale qui, sortis de leur contexte, pouvaient ressembler à un aveu pur et simple de malversation. Entre les mains de concurrents ou du fisc, ce dossier était une bombe nucléaire sous les fondations de mon empire. Julien a terminé de photographier, a soigneusement remis le dossier en place, l'alignant au bord de la table comme il était auparavant. Un professionnel, que le diable l'emporte. Je lui avais appris cette attention aux détails. J'avais moi-même créé le monstre qui me dévorait maintenant méthodiquement. Il est retourné au canapé où Mathieu massait les épaules de ma femme. « C'est fait !» a lancé Julien en se laissant tomber dans le fauteuil et en prenant une gorgée de vin. « La qualité est excellente.
Je les enverrai aux gens du Nord demain matin, comme convenu. Les gens du Nord, mes concurrents directs. Le puzzle se formait à une vitesse effrayante. Et Antoine ne soupçonnera vraiment rien. La voix de Sophie était paresseuse, mais on y entendait une note d'inquiétude. Pas pour moi, non, pour sa propre peau. Laisse tomber, Sophie, a ricané Mathieu. C'est une taupe aveugle. Il pense qu'il construit un avenir pour sa famille, alors qu'en réalité, il se creuse une tombe. Dès que les actions s'effondreront après la fuite des informations, nous rachèterons le paquet de contrôle via une société écran, et toi tu demanderas le divorce en victime. Tu diras que tu ne peux pas vivre avec un escroc qui a trahi ses associés, et tu récupéreras la moitié de ce qui restera, plus la pension alimentaire. Exactement, a-t-elle terminé ma pensée. J'écoutais ce dialogue et j'avais l'impression de regarder un mauvais polar. Mais c'était ma vie. Les gens avec qui j'avais traversé le feu et l'eau ne couchaient pas simplement avec ma femme. Ils avaient élaboré un plan détaillé de prise de contrôle hostile de ma vie. L'infidélité n'était que la cerise sur le gâteau, un moyen de garder la situation sous contrôle de l'intérieur. Sophie était leur espionne dans mes arrières. J'ai saisi mon second téléphone, un appareil sécurisé dont seules 3 personnes connaissaient l'existence. J'ai composé le numéro d'Olivier, le chef de mon service de sécurité. Ancien officier des services spéciaux, il était le seul à qui je payais suffisamment pour qu'il me soit fidèle plutôt qu'à l'argent. « Oui, monsieur Legrand ?» La voix d'Olivier était alerte malgré l'heure tardive. « Code rouge, Olivier. Ennemi intérieur. J'ai besoin d'un transfert complet des téléphones de Julien Moreau et Mathieu Bernard et de l'accès à leur cloud personnel. Urgent, tu as 10 minutes. » Compris, on s'en occupe. Des questions ? Aucune question, seulement des résultats. Et prépare aussi une équipe. Demain, nous allons devoir faire un peu de ménage. J'ai raccroché. Sur l'écran de la tablette, Julien montrait quelque chose à Sophie sur son téléphone, et il riait de nouveau. Je sentais une rage froide s'embraser en moi. Pas cette flambée chaude qui pousse à casser la vaisselle, mais une flamme glacée sur laquelle on forge les épées. J'ai reporté mon regard sur l'écran de l'ordinateur de travail. Je devais les devancer. Si Julien envoyait des photos aux concurrents le matin, j'avais la nuit pour transformer ces documents en leurre, ou mieux encore, en appât. J'ai ouvert le dossier réseau auquel Julien avait accès. Les journaux système montraient qu'il s'y était connecté il y a 1 heure. Parfait. La trace numérique existait donc. Mais j'ai alors remarqué autre chose. Un fichier en attente d'envoi était programmé dans le système. Julien n'avait pas attendu le matin. Il avait configuré un envoi automatique pour 8 heures. J'ai déjà levé la main au-dessus du clavier pour annuler l'envoi et supprimer le fichier, quand soudain je me suis figé. Stop. Si je supprime le fichier, ils comprendront que je sais. Ils se tairont, transféreront les actifs, effaceront les traces. L'effet de surprise disparaîtra. Non, je ne les empêcherai pas de commettre une erreur. Je les aiderai à commettre une erreur fatale. J'ai rapidement ouvert l'éditeur et trouvé les sources de ces fameux documents. Mes doigts volaient sur le clavier. Les chiffres changeaient. Les comptes se transformaient de réels en fictifs, menant dans une impasse. Les noms de sociétés éphémères étaient remplacés par des structures contrôlées par la DGSI. Oui, c'était un coup risqué. Je remplaçais le fichier en temps réel. Si Julien décidait de le vérifier avant l'envoi, j'étais mort. Sur l'écran de la caméra, Julien a soudain levé la tête et regardé droit dans l'objectif, comme s'il avait senti mon regard. « Vous avez entendu ?» a-t-il demandé, et le sourire a glissé de son visage. « Quoi ?» Mathieu s'est tendu. « L'ascenseur. Quelqu'un est monté à notre étage. » Je me suis figé. J'étais au bureau, à l'autre bout de la ville, mais dans l'appartement, à en juger par les caméras, la lumière s'était allumée dans l'entrée. Quelqu'un ouvrait la porte avec sa propre clé. Mais qui d'autre avait des clés ? Mes parents étaient à l'étranger. La femme de ménage venait le matin. La porte de l'appartement s'est lentement ouverte. Et celle qui est entrée a fait bondir les amants du canapé dans une terreur sauvage, tandis que je me couvrais de sueur froide. La porte s'est ouverte et dans le couloir est apparue Camille, ma fille de 16 ans. Un sac à dos pendait à son épaule. Dans ses mains, la laisse de notre épagnole, qu'elle avait apparemment décidé de récupérer chez sa grand-mère plus tôt que prévu. Tout s'est effondré en moi. Si j'avais pu me téléporter, je lui aurais fermé les yeux, les oreilles. J'aurais effacé sa mémoire. Mais j'étais assis dans mon fauteuil, à 10 km de la maison, et ne pouvais que regarder.
Dans le salon a commencé une panique semblable à l'agitation des cafards quand on allume la lumière. Sophie a sursauté si brusquement qu'elle a renversé son verre de vin sur le tapis blanc. La tache rouge s'est allée comme du sang. Mathieu a bondi du canapé, tentant de boutonner sa chemise en marchant, mais ses doigts ne lui obéissaient pas. Julien, le seul qui avait conservé un semblant de sang-froid, s'est contenté de recouvrir le dossier de documents d'un journal. « Maman !» La voix de Camille tremblait. Elle se tenait dans l'embrasure du salon, contemplant ce tableau surréaliste. « Oncle Mathieu, oncle Julien, qu'est-ce qui se passe ici ?» Sophie s'est levée d'un bond, refermant son peignoir. Sur son visage défilait toute une gamme d'émotions, de la peur à une défense agressive. « Camille, pourquoi tu n'as pas appelé ? Tu devais rester chez grand-mère jusqu'à dimanche. »« J'ai oublié mon manuel de biologie », a murmuré ma fille avec confusion, déplaçant son regard d'un oncle à l'autre. « Et pourquoi vous aviez dit à grand-mère que vous rentriez chez vous ?» Un silence s'est installé, un silence sourd, bourdonnant, dans lequel on n'entendait que les battements de mon cœur dans mes tempes. Je voyais Mathieu échanger un regard avec Julien. Dans leurs yeux, il n'y avait aucune honte face à l'enfant. Il y avait du calcul. Comment mentir pour qu'elle les croie ? « Nous avons une réunion de crise, ma petite Camille, » a commencé Julien d'une voix doucereuse, se levant et se dirigeant vers elle. « Ton père a de gros problèmes au travail. Nous sommes ici pour sauver l'entreprise. Nous ne voulions pas t'effrayer. L'atmosphère est tendue. Ordure, et je chuchotais. Se servir de moi pour justifier leur saleté devant mon enfant. » Camille a fait un pas en arrière. C'était une fille intelligente, trop intelligente pour leurs mensonges bon marché. Elle voyait la chemise déboutonnée de Mathieu, elle voyait le rouge à lèvres étalé de sa mère, et elle sentait l'odeur de l'alcool et de la trahison qui flottait dans l'air. « Je vais dans ma chambre », a-t-elle dit doucement, baissant les yeux. « Je ne vais pas déranger votre réunion. » Elle s'est retournée et s'est rapidement dirigée vers sa chambre, claquant bruyamment la porte. Dès que le verrou de sa porte a cliqué, Sophie a expiré. « Merde, merde, elle va lui dire. Elle va certainement raconter à son père que vous étiez là dans cet état. »« Calme-toi, » a aboyé Mathieu, ne cachant plus son irritation. « Invente quelque chose. Dis-lui qu'elle a mal vu, qu'on a juste trop bu à cause du stress. Tu es sa mère, elle te croira. Joue sur la pitié. » À ce moment, mon téléphone a vibré de nouveau. Olivier appelait. « Monsieur Legrand, j'ai les données. Vous êtes assis ? » ?»« Parle, Olivier. Il est difficile de me surprendre maintenant. » J'ai décrypté la correspondance de Julien sur une messagerie chiffrée. Ce n'est pas juste une affaire de prise de contrôle. Ils doivent une somme énorme à des gens très sérieux du milieu des jeux d'argent. Leur échéance est fin du mois. Et le pire, Olivier a hésité. Quoi ? Ils ne veulent pas simplement s'emparer de l'entreprise. Ils préparent le terrain pour vous faire porter le chapeau d'un détournement de fonds à grande échelle. Dans le dossier que Julien a scanné, il y a des pièges. Demain au dîner, quand vous signerez les documents finaux de la fusion, ils prévoient d'appeler la police. Ils ont déjà rédigé une plainte disant que c'est vous qui détourniez les actifs et que, en tant qu'associés honnêtes, l'ont découvert. J'ai fermé les yeux. L'image était complète. On ne me trahissait pas simplement. On s'apprêtait à m'envoyer en prison pour 10 ans afin de couvrir leurs arrières et leurs dettes. Ma femme, la mère de mon enfant, était prête à m'expédier derrière les barreaux pourvu qu'elle garde son confort et ses âmes. Merci, Olivier. Ma voix était d'un calme effrayant. Envoie-moi tout. Et j'ai aussi besoin d'un brouilleur de réseau mobile, un puissant. Tu peux le livrer au restaurant demain, avant le début du dîner ? Vous me vexez, ce sera fait. J'ai raccroché et regardé de nouveau l'écran. Les amis s'apprêtaient à partir. « Bon, on se tire », a dit Julien en récupérant son téléphone. « Sophie, gère ta fille. Dis-lui que son père a pété les plombs à cause du travail, qu'on le couvre et qu'il n'apprécie pas. Fais de lui un tyran et de nous des sauveurs, pour que si elle dit quelque chose, ça sonne comme du délire. » Sophie a hoché la tête, se servant un autre verre de vin. « Je vais m'en occuper. Demain, tout sera fini. Demain, je serai enfin libre de cette raseur. » Ils sont partis. Sophie a vidé son verre d'un trait et s'est dirigée vers la chambre de ma fille. Je voyais comment elle plaquait sur son visage le masque de la maman attentionnée. J'ai composé le numéro de Camille. Je devais jouer mon rôle pour ne pas craquer et ne pas me trahir trop tôt. « Allô, papa ?»
La voix de ma fille était larmoyante. Elle parlait en chuchotant. « Salut ma puce, j'ai vu sur le traceur, tu es à la maison. Tout va bien ?»« Oui, papa. C'est juste que... » Elle a hésité. « Maman a dit que l'oncle Mathieu et Julien étaient passés pour le travail. » Je l'ai devancé, lui donnant la possibilité de ne pas mentir, mais aussi de ne pas trahir sa mère. « Oui, ils sont déjà partis. Camille, écoute-moi attentivement. J'ai rendu ma voix aussi ferme et assurée que possible. Demain soir, il y aura un dîner important. Je veux que tu mettes ta plus belle robe. Tu viendras avec moi au restaurant avec maman et eux ?» Dans sa voix résonnait l'horreur. « Oui, mais tu seras assise à côté de moi. N'aie peur de rien. Papa contrôle tout. Tu me fais confiance ?» La pause a duré 1 seconde. « Je te fais confiance, papa. Voilà ma grande, va te coucher. Ferme ta porte à clé et ne laisse entrer personne, même pas maman. Dis que tu as mal à la tête. » J'ai raccroché. Maintenant, l'enjeu n'était plus seulement d'entreprise. L'enjeu était la santé mentale de ma fille et ma liberté. J'ai ouvert le fichier envoyé par Olivier. Il y avait des enregistrements audio, des conversations de Mathieu avec des créanciers, des menaces, des promesses de rembourser la dette avec les actions du pigeon. Le pigeon, c'était moi. Eh bien, demain, je vais vous organiser un tel spectacle que vous allez supplier qu'on vous envoie en prison comme une délivrance. Mais mon regard est alors tombé sur le dernier fichier de la liste. C'était une vidéo datée d'1 mois plus tôt. J'ai appuyé sur lecture et j'ai senti la terre se dérober sous mes pieds. Sur la vidéo, ce n'était pas Sophie. Sur la vidéo, c'était Julien, dans mon bureau, ouvrant mon coffre-fort avec ma propre empreinte digitale. Comment avait-il pu obtenir mon empreinte? Et là, j'ai eu une illumination. Je me suis souvenu de ce moment avec une clarté terrifiante. Il y a 1 mois, nous fêtions l'anniversaire de Mathieu dans un club à la campagne. Il faisait chaud, l'alcool coulait à flot, mais moi, comme toujours, je respectais ma limite. À un moment donné, j'ai fait tomber mon verre. Il a simplement glissé de ma main humide de condensation. Les éclats se sont éparpillés sur le sol. J'ai machinalement baissé la tête pour les ramasser et un gros morceau de verre m'a profondément entaillé le pouce. Le sang jaillissait fort. Julien s'est retrouvé à mes côtés instantanément. « Ne bouge pas, mon frère, on va arranger. » Il avait soigné la plaie avec tant de sollicitude, appliqué les serviettes avec tant d'application, puis avait soigneusement, comme s'il s'agissait du plus grand trésor, rangé la serviette ensanglantée portant mon empreinte parfaite dans la poche de sa veste. J'avais alors pensé quel ami attentionné, qui ne veut pas faire de désordre. Quel idiot j'avais été. J'ai éteint la vidéo. Maintenant, le puzzle était complet. Ils ne voulaient pas simplement voler l'argent. Ils avaient volé mon identité. Le matin m'a accueilli avec une eau grise et une odeur de café refroidi. Je n'avais pas dormi 1 minute, mais je me sentais étrangement alerte. L'adrénaline, une drogue puissante. J'ai pris une douche dans la salle de repos attenante à mon bureau, enfilé une chemise fraîche que je gardais toujours pour les négociations importantes et noué parfaitement ma cravate. Quand à 9 heures du matin la porte de mon bureau s'est ouverte, j'étais assis à mon bureau en train de consulter les relevés boursiers. « Oh, tu es déjà là ?» Julien est entré, rayonnant d'énergie. Il portait un costume coûteux, acheté probablement avec l'argent volé chez moi. « Je pensais que tu rentrerais chez toi pour dormir. » « Beaucoup de travail, Julien. » J'ai levé les yeux vers lui, des yeux calmes, froids. Avant la fusion, il faut régler tous les détails, c'est sûr. Il s'est approché de la table et a posé devant moi un dossier, celui-là même qu'il avait photographié hier. Les avocats ont envoyé les actes de rapprochement finaux. Il faut signer avant midi pour les envoyer à la banque. J'ai pris le stylo. C'était le moment de vérité. Si je tremblais maintenant, si ma main tressautait, il comprendrait. Mais j'étais un roc. J'ai ouvert le dossier. Mes chiffres falsifiés étaient en place. Julien ne s'était même pas donné la peine de vérifier le fichier que j'avais substitué pendant la nuit. Il était si sûr de sa victoire qu'il avait perdu toute vigilance. « Bien sûr, » ai-je dit en apposant ma signature ample. « Au fait, Julien, comment s'est passée ta soirée d'hier ?» Il s'est figé 1 seconde. À peine perceptible, mais j'ai vu un muscle se contracter dans son cou. Bof, j'étais chez moi. J'ai regardé une série. L'ennui. Pourquoi? Rien, je pensais juste que tu avais l'air fatigué.
comme si tu avais travaillé toute la nuit ou que tu t'étais amusé. Il a forcé un sourire. L'insomnie, mon vieux, l'âge. Prends soin de toi, ai-je dit en lui rendant le dossier. J'ai besoin de toi en bonne santé, surtout ce soir. Dès qu'il est sorti, Sophie a appelé. Salut chérie. Sa voix teintée de joie factice. Tu n'as pas oublié? Ce soir, tout le monde. Je n'ai pas oublié, ai-je répondu. Mais la robe rouge avec le dos nu. Oh là là, elle a gloussé. Tu as décidé de te vanter de ta femme devant tes associés? J'ai décidé que ce soir, tout devait être beau. Et Sophie? Oui? Viens avec Camille en taxi. Je vais vous envoyer une voiture haut de gamme. Je ne veux pas que tu prennes le volant. Je veux que tu te détendes. J'ai raccroché. L'attention. Il ne voyait en moi que de l'attention et de l'aveuglement. À midi, Olivier est venu me voir. Il n'a pas dit un mot, a simplement posé sur la table une petite boîte noire, le brouilleur de signal et une clé USB. Tout est prêt, monsieur Legrand. L'équipe attendra dans la cuisine du restaurant à partir de 18h30. Les gens de la brigade financière que Julien a appelés seront là aussi. Mais nous avons une surprise pour eux. Un général du parquet, mon ancien collègue. Il est très intéressé de voir ce cirque. Il restait 3 heures. Je suis sorti du bureau, suis monté dans mon 4x4 et je ne suis allé ni chez moi, ni au restaurant. Je suis allé à la banque. Je devais faire encore quelque chose. Dans mon coffre se trouvait un testament rédigé il y a 5 ans, où en cas de décès, tout revenait à Sophie. J'ai déchiré ce document en petits morceaux et les jeté dans une corbeille à l'entrée. Les aiguilles de l'horloge approchaient 19h. J'entrais au restaurant L'Empire. La salle avait été entièrement réservée. Cristal, bougies, musique live, le décor parfait pour une exécution publique. Je les ai vus immédiatement. Ils étaient assis à la table centrale. Sophie en rouge, Mathieu et Julien de chaque côté, comme 2 gardiens fidèles. Et ma fille Camille, recroquevillée sur sa chaise avec des yeux d'animal effrayé. J'ai respiré profondément, plaqué sur mon visage mon sourire professionnel de référence et me suis dirigé vers eux. Le spectacle commence. Je me suis approché de la table, irradiant confiance et succès. Si on avait remis un Oscar dans cette salle pour le meilleur rôle masculin, j'aurais emporté la statuette sans concurrence. Bonsoir la famille, et je prononçais fort. Mathieu et Julien ont bondi, tendant leurs mains. Leur paume était moite. C'était l'odeur de la peur mélangée à un parfum coûteux. Antoine, enfin! Julien souriait si largement qu'il semblait que son visage allait se fendre. On commençait à s'impatienter. Les embouteillages, j'ai serré sa main, pressant mes doigts un peu plus fort que d'habitude. J'ai vu qu'il grimaçait, mais il s'est tu. Sophie, tu es magnifique. Je me suis penché et j'ai embrassé ma femme sur la joue. Elle a imperceptiblement reculé, mais s'est immédiatement ressaisie. Merci chérie, tu es un peu agitée aujourd'hui. Forcément, c'est un grand jour. Je me suis assis en bout de table. Camille était assise à côté de moi, la tête baissée vers une assiette de salade intacte. J'ai couvert sa main froide avec la mienne sous la table et l'ai légèrement serrée. Elle a levé vers moi des yeux pleins de larmes et de questions muettes. Quand est-ce que ça va finir? J'ai cligné de l'œil, à peine perceptible. Bientôt. Le serveur a versé le vin. Alors, a commencé Mathieu en tapotant nerveusement des doigts sur le pied de son verre. On passe directement aux affaires, on signe les papiers et on peut faire la fête jusqu'au matin. Pourquoi cette précipitation, Mathieu? Je me suis paresseusement adossé à ma chaise, savourant le moment. Le dîner vient juste de commencer. Pourquoi se presser? Toute la vie est devant nous. C'est juste que les avocats attendent le scan, est intervenu Julien. Tu connais ces formalités. Plus vite on envoie, plus on est tranquille. Il a poussé vers moi le dossier, celui-là même, la sentence. Sauf qu'il pensait que c'était ma sentence, alors qu'en réalité, c'était leur aveu. Si je signais ces papiers, ou plutôt leur version falsifiée que j'avais substituée, je transférais officiellement le contrôle des actifs à des sociétés fictives qui, selon les documents, étaient contrôlées par Julien et Mathieu. Dans l'original, ils voulaient me faire porter le chapeau du vol. Dans ma version, ils acceptaient volontairement la responsabilité de dettes inexistantes envers la DGSI. J'ai sorti mon stylo en or. Dans la salle, un silence s'est installé.
J'entendais Sophie cesser de respirer. Elle fixait mon stylo comme un cobra fixe un charmeur de serpent. Vous savez, et je dis en tenant le stylo au-dessus des papiers, j'ai beaucoup pensé aujourd'hui à l'amitié, au fait qu'il est rare de nos jours de rencontrer des gens prêts à tout pour vous, qui entrent dans votre maison, mangent votre nourriture, aiment votre famille comme la leur. Julien rit nerveusement. Pourquoi ce lyrisme, Antoine? Signe. C'est vrai. J'ai rapidement apposé ma signature sur les 3 exemplaires. Voilà. Julien a littéralement arraché le dossier de mes mains. Parfait. Ses yeux se sont allumés d'un éclat prédateur. Il a immédiatement sorti son téléphone. Je vais photographier et envoyer au gars, qu'il lance le processus. Je savais ce qu'il faisait. Il n'écrivait pas aux avocats, il envoyait le signal à son contact en uniforme, celui qui était assis dans une voiture sur le parking et attendait l'ordre d'attaque. J'ai calmement pris une gorgée de vin. Envoie, Julien, qu'il lance le processus. Il a tapé plusieurs fois sur l'écran, puis a froncé les sourcils, levé son téléphone plus haut, tapé encore une fois. Qu'est-ce que c'est que ça? A-t-il marmonné. Qu'est-ce qui se passe? A demandé Mathieu en remarquant la panique de son ami. Pas de réseau, aucun signal. Moi non plus. Sophie a regardé son smartphone avec étonnement. Bizarre, le centre-ville capte toujours parfaitement. C'est probablement des travaux sur l'antenne, et je suggérais calmement en coupant un morceau de steak. Ça arrive. Ne t'inquiète pas, Julien, tu en verras plus tard. Dans 1 heure. Julien a pâli. Son plan s'effondrait. L'équipe d'intervention ne pouvait pas recevoir le signal. Il n'entrerait pas sans ordre. Je dois sortir pour téléphoner. Il s'est levé de sa chaise. C'est urgent. Assieds-toi. Ma voix a claqué comme un coup de fouet. Le restaurant est devenu plus silencieux. Les gens aux tables voisines se sont retournés. Julien s'est figé. Antoine, qu'est-ce qui te prend? Assieds-toi, Julien, personne ne sort. Nous n'avons pas encore regardé le programme de divertissement. Quel programme? La voix de Sophie s'est brisée dans un cri. Antoine, tu me fais peur. J'ai sorti de ma poche une petite télécommande. J'ai préparé pour vous un petit film, une vidéo familiale sur l'amour, l'amitié, et sur à quel point un être humain peut tomber bas. J'ai appuyé sur le bouton. L'immense écran de projection, habituellement utilisé pour les matchs de football, est descendu derrière mon dos. La musique dans la salle s'est tue. Regardez attentivement, et je dis en fixant Julien droit dans les yeux. Les rôles principaux sont tenus par ma femme bien-aimée et mes fidèles amis. Sur l'écran est apparue une image en noir et blanc, mais nette. Le salon, la soirée d'hier, et le son fort, distinct de leurs rires et de leurs mots. C'est une taupe aveugle. Il pense qu'il construit un avenir. Le silence dans le restaurant est devenu palpable. Il pesait sur les oreilles plus fort que n'importe quel bruit. Sur l'écran géant, éclairant les visages déformés par l'horreur de mes invités, se jouait la scène de leur triomphe, qui devenait maintenant leur sentence. Toute la salle, des hommes d'affaires respectables, des mondaines, des clients occasionnels, regardaient comment sur l'écran Sophie, ma femme, disait « Je récupérerai la moitié de ce qui restera ». Comment Julien me traitait de taupe et discutait de la façon dont ils allaient vendre les actions aux concurrents. « Éteins ça !» a crié Sophie en bondissant de sa chaise. Elle s'est précipitée vers moi, tentant d'arracher la télécommande. Mais j'ai simplement levé la main et elle, heurtant mon regard glacial, s'est figée. « Antoine, ce n'est pas vrai, c'est un montage, c'est de l'intelligence artificielle. Tu es devenu fou de montrer ça aux gens ?» Assieds-toi, Sophie, et je dis calmement. Je n'ai pas élevé la voix d'1 décibel, mais il y avait tellement d'acier dedans qu'elle s'est effondrée sur sa chaise, se couvrant le visage de ses mains. Julien et Mathieu étaient assis comme cloués sur place. Ils ne regardaient pas l'écran. Ils regardaient le dossier de documents posé devant eux. Julien, semblait-il, commençait à comprendre. « Tu savais ?» a-t-il croassé. Son visage avait pris une teinte terreuse. Évidemment, j'ai pris une gorgée de vin, savourant le bouquet. Je suis une taupe aveugle, Julien, et les taupes, comme on le sait, ont une excellente ouïe et un excellent odorat. J'ai senti la pourriture dès hier. Mathieu s'est soudain levé, renversant sa chaise. « Va te faire foutre, je ne vais pas participer à ce cirque. Julien, on y va. Qu'il montre son film à qui il veut. On va le poursuivre en justice pour diffamation. » Il a fait un pas loin de la table. Mais un serveur imposant comme une armoire,
qui se tenait jusqu'alors dans l'ombre, lui a barré le chemin. C'était l'un des hommes d'Olivier. Mathieu a tressailli, mais le serveur a doucement mais fermement posé sa lourde main sur son épaule. « Le dessert n'a pas encore été servi », a-t-il prononcé d'une voix de basse. « Monsieur Legrand insiste pour que vous restiez. » Mathieu a regardé autour de lui, traqué. Tout le personnel du restaurant se tenait aux sorties. C'était mon établissement, bien qu'enregistré offshore, ce que mes associés avaient heureusement oublié. « Qu'as-tu fait avec les papiers ?» La voix de Julien tremblait. Il feuilletait convulsivement l'acte signé. « Ce ne sont pas les bons comptes. Ce n'est pas le compte de fusion. » « Bravo !» j'ai applaudi. « Ton attention te revient, mais trop tard. Tu viens, en présence de dizaines de témoins, de signer de ta propre main un contrat de transfert des obligations de dette personnelle de ta société fictive sur toi et Mathieu. Ces mêmes dettes envers le milieu des jeux d'argent. Tu te souviens ? Plus tu as reconnu que tous les fonds retirés des comptes de mon entreprise l'année dernière sont ton prêt personnel, que tu t'engages à rembourser sous 24 heures. Les yeux de Julien sont sortis de leurs orbites. Tu ne peux pas, c'est illégal. Je vais déclarer que j'ai signé sous la contrainte. Quelle contrainte ? J'ai fait un geste circulaire de la main. Nous sommes au centre-ville, dans un restaurant de luxe. Des gens respectables autour. Tu souriais quand tu signais. Tu m'as félicité. Sur la vidéo de surveillance du restaurant, on voit comment tu as littéralement arraché le dossier de mes mains. N'importe quel tribunal reconnaîtra la transaction valide. Vous êtes en faillite, messieurs. Vous n'êtes pas simplement ruinés. Vous devez tellement que 3 vies ne suffiraient pas à tout rembourser. Et vos créanciers sont très impatients. Sophie a levé la tête. Le mascara coulait sur ses joues en traînées noires. « Et moi ?» a-t-elle chuchoté. « Antoine, je suis ta femme. Nous avons une fille. Tu ne peux pas me faire ça à cause d'une seule erreur. Je me suis juste embrouillé. Ils m'ont manipulé. » J'ai regardé Camille. Ma fille était assise droite, cramponnée au bord de la table. Elle ne pleurait plus. Elle regardait sa mère avec une expression de compréhension adulte et amère. « Tu ne t'es pas embrouillée, Sophie ?» Et je dis en m'adressant à ma femme, mais en regardant ma fille. « Tu as trahi. Tu as amené des ennemis dans ma maison. Tu prévoyais de m'envoyer en prison. Ce n'est pas une erreur, c'est un choix. Et tu l'as fait. » J'ai appuyé sur le bouton sous la table. Le brouilleur s'est éteint. À la même seconde, les téléphones de Julien et Mathieu ont explosé de notifications. Des messages arrivaient des banques concernant le blocage des comptes. Des appels de ces mêmes personnes sérieuses qui avaient déjà reçu l'information que la dette était officiellement reconnue. Et maintenant, le plus intéressant. J'ai regardé ma montre. « Julien, tu attendais des invités, des gens en uniforme qui devaient m'arrêter. » Julien se taisait, fixant convulsivement l'écran de son téléphone. Le réseau était revenu. Il a tenté de composer un numéro. « Ne te fatigue pas » et je ricanais. « Ton contact dans les services est occupé en ce moment. » Il y a une demi-heure, le service de sécurité interne a commencé une enquête dans son département grâce aux documents que j'ai transmis au général du parquet. D'ailleurs, il est ici. J'ai fait un signe de tête vers une table éloignée dans le coin. Un homme aux cheveux gris en costume strict a levé son verre d'eau minérale, nous saluant. Julien a laissé tomber son téléphone. L'appareil a heurté sourdement le tapis. « Tout est fini » et je dis en me levant. « Camille, allons-y. Nous n'avons plus rien à faire ici. » J'ai tendu la main à ma fille. Elle s'est levée sans hésiter une seconde et m'a pris la main. Nous formions un tout, un mur contre lequel s'était brisée une vague de saleté. « Antoine, arrête !» a hurlé Mathieu, comprenant qu'il n'avait plus rien à perdre. Il a saisi un couteau à steak sur la table et s'est précipité vers moi. « Je vais te tuer !» La salle a poussé un cri. Des femmes ont crié. Mais je n'ai même pas bougé. J'attendais cela. Je savais qu'un rat acculé dans un coin se jette toujours. Mathieu fonçait sur moi, le visage déformé par la rage. Dans ses yeux, il n'y avait plus rien d'humain, seulement la peur animale d'une bête traquée qui décidait d'emmener quelqu'un avec elle. Le couteau brillait sous la lumière des lustres. Je ne suis pas un maître des arts martiaux, mais j'ai grandi dans la rue avant d'enfiler des costumes coûteux, et je pratiquais la boxe depuis 10 ans pour évacuer la pression. Au lieu de reculer, j'ai fait un pas vers lui. Cela l'a déstabilisé. Une esquive rapide sur la gauche.
La lame a fendu l'air à 1 centimètre de mon oreille. J'ai attrapé son poignet à 2 mains et, utilisant l'inertie de son propre corps, j'ai brusquement tordu son bras. Un craquement sec et désagréable a retenti. Mathieu a hurlé et lâché le couteau. Il est tombé à genoux, serrant son poignet cassé. Je ne l'ai pas achevé. J'ai simplement rajusté ma veste et l'ai regardé de haut. Tu as toujours mal évalué les risques, Mathieu. C'était ta faiblesse en affaires, et comme il s'avère dans la vie aussi. Ce n'est qu'à ce moment que la sécurité est arrivée. Les hommes d'Olivier ont plaqué Mathieu le visage contre le sol, bien qu'il ne résistât déjà plus. Il hurlait de douleur et de la prise de conscience de la faim. Tentative de meurtre. Une voix calme a retenti. L'homme aux cheveux gris, le général du parquet, s'est approché de notre table. Il a sorti sa carte d'identification et l'a montrée au directeur du restaurant qui venait d'arriver. Appelez une patrouille de police et conservez les enregistrements des caméras. Ce sont des preuves matérielles pour une affaire pénale. Et vous, citoyen, il a fait un signe de tête vers Mathieu. Vous allez venir avec moi. Nous aurons une longue conversation sur vos montages financiers. Julien était assis, blanc comme un linge. Il n'essayait même pas d'aider son ami. Il comprenait que chaque mouvement supplémentaire l'enfonçait plus profondément. Sophie s'est lentement levée. Elle regardait Mathieu étalé sur le sol, Julien qui tremblait de peur, et enfin, moi. Dans ses yeux se mêlaient l'horreur et l'incrédulité. Son monde, ses projets d'une vie riche sans mari ennuyeux s'étaient effondrés en 20 minutes. « Antoine !» Elle a tenté de s'approcher, mais Camille s'est soudain interposée entre nous. « Non, maman, » a dit ma fille doucement mais fermement. « Ne t'approche pas de lui. » Sophie s'est figée, comme si elle avait reçu une gifle. « Camille, ma chérie, tu ne comprends pas. Ils m'ont forcé. Je suis une victime. » Papa a tout mal compris. J'ai posé ma main sur l'épaule de ma fille, la repoussant légèrement en arrière. Je ne voulais pas qu'elle écoute ces mensonges. « Tu n'es pas une victime, Sophie. Tu es une complice. Et tu restes avec eux. » J'ai sorti de ma poche intérieure une enveloppe et l'ai jetée sur la table, directement dans l'assiette de risotto refroidi. Voici les papiers du divorce. Mes avocats les ont préparés ce matin, signe. Si tu t'obstines, je publierai cette vidéo où tu discutes en détail de la meilleure façon de me faire porter le chapeau. Je pense que les services de protection de l'enfance seront très intéressés par le profil moral de la mère. Tu ne reverras plus jamais Camille. Elle a pâli encore davantage. Tu n'oserais pas. J'ai déjà osé. Tu as le choix. Partir en paix avec une valise d'affaires ou partir avec un casier judiciaire et la honte sur tout le pays. Décide. Je me suis tourné vers le directeur. L'addition du dîner, y compris la vaisselle cassée et le préjudice moral pour les clients, mettez-la sur cette table. J'ai désigné Julien. Le gentleman a, semble-t-il, des problèmes avec ses cartes aujourd'hui, mais je suis sûr qu'il trouvera un moyen de payer. Ça monte très cher. Julien a levé vers moi un regard traqué. « Antoine, nous sommes amis, aide-moi. Ils vont me tuer. Les créanciers, ils n'attendront pas le procès. » Je me suis penché à son oreille et ai chuchoté de façon que lui seul puisse entendre. « Et toi, souviens-toi, Julien, comment il y a un mois tu me serrais la main pendant que dans ta poche se trouvait la serviette avec mon sang. Souviens-toi, et prie pour que la prison te sauve de tes créanciers. » Je me suis redressé, j'ai pris Camille par la main et nous nous sommes dirigés vers la sortie. Derrière moi, j'entendais les sanglots de Sophie et les cris de Mathieu qu'on relevait du sol. Mais je ne me suis pas retourné. Les hommes ne se retournent pas sur l'incendie qu'ils ont eux-mêmes allumé pour éliminer la vermine. Nous sommes sortis dans la rue fraîche. Camille a inspiré profondément l'air pur, comme si elle émergeait d'une eau sale. « Papa !» Elle m'a regardé d'en bas. Dans son regard, il y avait quelque chose de nouveau, de la fierté. « Oui, ma chérie. Où allons-nous vivre? Tu as parlé à maman d'une valise d'affaires. Cela veut dire qu'on ne retournera pas à la maison. » J'ai souri et ouvert la portière d'une berline noire qui venait de s'arrêter. « Dans cet appartement, non. C'est trop sale là-bas, Camille. Même un nettoyage n'y changerait rien. Mais j'ai une autre surprise. Tu te souviens, tu rêvais d'une maison avec un jardin? » Elle a hoché la tête. « Je l'ai acheté il y a 6 mois. Je voulais nous faire un cadeau à tous pour le nouvel an. Les travaux se sont terminés hier. Nous y allons. Ce sera seulement notre maison, la tienne et la mienne, sans mensonge et sans caméra dans la chambre.
Nous sommes montés dans la voiture. Le chauffeur a démarré. J'ai sorti mon téléphone pour désactiver le mode « Ne pas déranger ». Et aussitôt, une notification est arrivée du système de sécurité de la maison connectée de cet appartement où Sophie était restée. Un message s'afficha. Tentative d'effraction de la serrure électronique. Accès refusé. Je souris. Sophie essayait de rentrer chez nous, mais elle oubliait une chose. J'étais le seul administrateur du système et je venais d'effacer son profil de la base de données. Pour toujours. Un autre message apparut aussitôt sur l'écran provenant d'un numéro inconnu. Le texte était bref. « Belle partie, Antoine. Les dettes de tes amis, nous les prenons pour nous. Mais tu as gêné des gens très sérieux en touchant au montage fiscal. Nous voulons te voir. » La nouvelle maison nous accueillit avec le silence et l'odeur du bois frais. Ce n'était pas juste un pavillon, c'était une forteresse. Haute clôture, caméra tout autour, gardien à l'entrée. Je l'avais acheté précisément pour sa sécurité, comme si j'avais pressenti qu'un jour je devrais y cacher ce que j'ai de plus précieux. Camille laissa tomber son sac dans l'entrée et s'affala, épuisée, sur le canapé. « Papa, tout ça c'est vrai ?» demanda-t-elle en fixant un poing devant elle. « À propos de maman, elle voulait vraiment te faire mettre en prison ?» Je me suis assis à côté d'elle et l'ai enlacée par les épaules. « C'est vrai, ma fille. Parfois les gens se brisent. L'argent et la jalousie sont une force terrible. Mais toi et moi, on va s'en sortir. Tu es en sécurité. Ici, personne ne t'atteindra. » Je l'ai couché dans sa nouvelle chambre, vérifié les capteurs aux fenêtres et suis descendu au bureau. L'adrénaline du dîner commençait à retomber, laissant place à une fatigue glacée. Mais ce n'était pas le moment de se détendre. Le message de ces gens sérieux brûlait encore sur l'écran du téléphone. Je n'ai pas cherché à me cacher. J'ai composé le numéro. « J'écoute », répondit une voix rauque et sourde. « C'est Antoine, vous vouliez un rendez-vous ? Je n'aime pas les longs préliminaires. Dans 1 heure, sur les quais, près de l'ancien port fluvial, je serai seul. »« Courageux », ricana la voix, « on y sera. » Olivier était contre. Il insistait pour venir avec moi, proposait de prendre une équipe d'intervention. « Non, Olivier », et je tranchai en chargeant mon pistolet. La seule chose illégale que je me suis permis ces dernières 24 heures, ce n'est pas une guerre de gang, ce sont des négociations. Si j'arrive avec une armée, ils penseront que j'ai peur, et moi, je dois leur montrer qu'on ne gagne rien à ne menacer. Les quais étaient déserts. Le vent du fleuve transperçait jusqu'aux eaux. Un 4x4 noir sans plaque était déjà là. 2 gardes en descendirent, suivis d'un homme trapu, de petite taille, dans un manteau de cachemire. Je le connaissais. Louis Benoît, l'homme qui tenait le secteur du jeu clandestin dans la région. Celui à qui Julien et Mathieu avaient perdu leur vie entière. Je suis sorti de ma voiture, les mains bien visibles. Benoît, et je hochai la tête. Je ne pensais pas qu'on se verrait en face à face. La vie est pleine de surprises, monsieur Legrand. Il alluma une cigarette et m'observa attentivement. Tes anciens amis m'ont planté pour 50 millions. Tu les as envoyés en prison. Maintenant, il n'y a plus rien à prendre sur eux, à part un rein, et encore, déjà bien abîmé. Qui va payer ? Leurs actifs paieront, répondis-je calmement. Avant de le livrer à la police, j'ai lancé la procédure de faillite de leur société. Tous les biens passeront aux enchères. Mets-toi dans la file des créanciers. Je ne t'ai jamais emprunté d'argent, et je ne compte pas rembourser les dettes des autres. Les gardes de Benoît se sont tendus, mais il les a arrêtés d'un geste. Dur, ça me plaît. Tu as raison. Selon nos règles, tu es clean. Mais il y a un détail. Il tira une bouffée et souffla la fumée dans ma direction. Ta femme, Sophie. En entendant ce nom, j'ai serré les poings malgré moi. Elle n'est plus ma femme. Juridiquement, si. Bref, cette dame a appelé mes gars il y a une demi-heure. Elle est en plein délire. Elle prétend avoir des dossiers sur toi, des clés USB, des papiers. Elle propose un marché. On t'efface et elle nous donne accès à tes comptes offshore, ceux que tu aurais oublié de mentionner dans tes déclarations. J'ai éclaté de rire, franchement, à gorge déployée. Elle n'a rien, Louis. J'ai remplacé tous les fichiers. Elle essaie de te vendre du vent. C'est ce que je me suis dit, répondit Benoît en hochant la tête. La nana panique, elle ne réfléchit plus, mais elle fait beaucoup de bruit. En ce moment, elle roule vers votre ancien appartement,
là où elle croit que sont cachés les originaux. Mes gars sont déjà sur place. Un choc électrique m'a traversé. Pourquoi faire? Pour régler le problème, haussa-t-il les épaules. Elle ne sert à rien, c'est un témoin. Et elle essaie de nous compromettre. On n'aime pas le bruit inutile. Dans 10 minutes, elle sera morte. Accident domestique, fuite de gaz. Je suis resté figé. Sophie m'avait trahi. Elle avait voulu détruire ma vie, m'enlever ma fille, me faire enfermer. Elle méritait la justice, la honte, la misère. Mais la mort? Dans ma tête ont défilé des souvenirs qui n'avaient rien à voir avec la veille. 10 ans plus tôt, le choix du prénom de Camille. La main de Sophie serrant la mienne quand j'étais malade. J'ai croisé le regard de Benoît. Non. Non, s'étonna le truand. Tu veux la sauver après ce qu'elle a fait? Je ne veux pas que ma fille apprenne que sa mère a été tuée par des voyous à cause des dettes de ses amants. Je veux qu'elle vive avec le poids de sa faute, pas qu'elle meure en martyr. Benoît esquissa un sourire et jeta sa cigarette. La noblesse, ça coûte cher. Tu veux sa vie? Ça te coûtera ses 50 millions, maintenant, par virement. Ou bien on s'en va et la nature suit son cours. J'avais exactement 3 secondes pour décider. 50 millions, c'était un gouffre dans le budget de l'entreprise. Des projets en suspens, les salaires de mes équipes. Les sacrifier pour la vie d'une traîtresse. J'ai sorti mon téléphone. Dicte le numéro du compte. Benoît haussa les sourcils, sincèrement surpris. Tu es sérieux? Dicte, mais à une condition. Elle disparaît de cette ville pour toujours. Tu lui payes un aller simple pour un trou perdu, n'importe où. Si elle réapparaît un jour dans mon champ de vision ou dans celui de ma fille, je viendrai te voir moi-même, Louis. Et là, la discussion sera différente. J'ai effectué le virement. L'argent est parti. Benoît jeta un œil à l'écran de son smartphone, hocha la tête et porta sa radio à ses lèvres. Annulez tout. Ne la touchez pas. Mettez-la dans la voiture et direction la gare. Il se tourna vers moi. Merci pour le business, Antoine. Il me tendit la main. Si un jour tu veux changer de secteur, appelle-moi. On a besoin de types avec une vraie colonne vertébrale. Il remonta dans sa voiture et disparut. Je restai seul sur le quai sombre. Le vent me fouettait le visage de ses embruns glacés. Je venais d'acheter la vie d'une femme qui avait voulu me détruire. Ce n'était pas de la faiblesse. C'était le prix à payer pour rester un être humain. Je montai en voiture et pris la route du retour. Tout était terminé. Les ennemis étaient à terre, les dettes réglées, le passé tranché net. Mais lorsque j'arrivai devant les grilles de notre nouvelle maison, je les trouvai grandes ouvertes. Le poste de garde était désert. Mon cœur dégringola quelque part au fond de mon ventre. Je tirai mon pistolet de son étui et jaillis du véhicule. « Camille !» Je me précipitai dans la maison. Silence. Seul le vent faisait claquer la porte d'entrée. Sur le sol du salon gisait le téléphone de ma fille. L'écran était brisé, et à côté, une feuille arrachée d'un carnet. Il n'y avait qu'un mot, écrit d'une main que j'aurais reconnue entre 1000. Un seul mot. Maman. L'écriture était celle de Camille, irrégulière, tremblée, comme si elle avait griffonné ses lettres dans la précipitation. Mon téléphone vibra dans ma poche. C'était Olivier. « Monsieur Legrand, ne tirez pas. C'est moi qui ai fait retirer les gardes. »« Toi ?» Je faillis broyer le téléphone dans ma main. « Tu m'as trahi, Olivier. Où est ma fille ?» Elle a entendu votre conversation avec Louis Benoît. Elle ne dormait pas. Elle est venue me voir au poste, en larmes, et m'a dit que si je ne l'emmenais pas dire adieu à sa mère, elle s'enfuirait dans les bois et que vous ne la retrouveriez jamais. Chef, moi aussi j'ai des enfants. Je n'ai pas pu lui dire non. Nous sommes à la gare. Le train de Sophie part dans 20 minutes. Je soufflais, sentant le pistolet devenir soudain terriblement lourd dans ma main. Je le remis dans son étui et tombai sur le siège. « Attends-moi, Olivier, tu réponds de sa vie avec ta tête. » J'atteignis la gare en 10 minutes, en violant tous les panneaux possibles. À peine entré dans le hall, je les vis. Au bout du quai, entouré de 2 colosses silencieux de chez Benoît, se tenait Sophie. Un simple imperméable, une petite valise, pas de maquillage, le regard éteint. Elle semblait avoir pris 10 ans en une nuit. La grande mondaine brillante avait disparu. Il ne restait qu'une femme épuisée, brisée. Camille était pendue à son cou, en larmes.
Sophie lui caressait les cheveux et ses propres épaules tremblaient. Je m'arrêtais à une dizaine de mètres. Olivier s'avança vers moi, les yeux baissés, honteux. Je posais simplement la main sur son épaule pour lui faire comprendre que tout allait bien. Je ne m'approchais pas davantage. Je ne voulais pas interrompre. C'était leur moment, leur dernier moment. Sophie leva les yeux et me vit. Dans son regard, il n'y avait ni haine ni peur. Seulement une immense tristesse et une gratitude muette. Gratitude d'être encore en vie et d'avoir pu dire au revoir à sa fille. Elle murmura quelque chose à l'oreille de Camille, l'embrassa sur le front et l'écarta doucement. « Va vers ton père », lus-je sur ses lèvres. La contrôleuse agita son drapeau. Sophie prit sa valise et monta dans le wagon sans se retourner. Les portes se refermèrent. Le train se mit en branle et glissa lentement dans la nuit, emportant avec lui mon passé, ma douleur et la femme que j'avais autrefois aimée plus que ma propre vie. Camille restait debout sur le quai, regardant les feux rouges s'éloigner. Elle grelottait de froid et de chagrin. Je m'approchai et posai ma veste sur ses épaules. « Papa !» Elle se tourna vers moi, attendant la colère, les reproches, les leçons. Mais je la serrai simplement contre moi, fort, comme quand elle avait peur de l'orage. « Tout va bien, mon ange, tu as bien fait. Il fallait lui dire au revoir. »« Tu n'es pas en colère ?» sanglota-t-elle. « Pourtant, elle a été mauvaise. Il n'y a pas de gens entièrement mauvais, Camille. Il y a des gens qui font de mauvaises choses. Et il y a ceux qui en paient le prix. Ta mère a payé le sien. Nous avons payé le nôtre. Maintenant, notre compte est soldé. » Nous restâmes sur le quai vide jusqu'à ce que le dernier wagon disparaisse. Je sentais la tension des dernières 24 heures me quitter peu à peu. J'avais abattu mes ennemis. J'avais sauvé l'entreprise. J'avais arraché de ma vie tout ce qui relevait du mensonge. Mais la vraie victoire n'était pas là. La vraie victoire se tenait à côté de moi, le visage enfoui dans ma chemise. Je n'avais pas laissé mon cœur se dessécher jusqu'au bout. Je ne m'étais pas transformé en monstre en combattant d'autres monstres. J'étais resté un paix. Je me tenais sur la terrasse de notre nouvelle maison, regardant Camille jouer avec le chien sur la pelouse. Elle riait, franchement, librement, comme avant. Sur la table, à côté de moi, une tablette affichait les nouvelles. Les gros titres annonçaient la faillite du groupe de construction de Julien Moreau. Mathieu Bernard avait été condamné à 8 ans de prison pour fraude. Sophie vivait désormais dans une petite ville du Nord, travaillait comme réceptionniste dans un hôtel et envoyait à Camille des lettres manuscrites une fois par mois. Je n'interdisais pas à ma fille de les lire. Je pris une gorgée de café et levai les yeux vers le ciel. Il était parfaitement clair. Beaucoup pensent que la force d'un homme, c'est sa capacité à rendre les coups, à détruire. Oui, cela compte. Mais la vraie force, c'est de savoir s'arrêter quand l'ennemi est à terre, de ne pas traîner la boue du passé dans son avenir, et de savoir se pardonner de n'avoir pas vu la trahison plus tôt. J'avais survécu, j'étais devenu plus solide, et je savais désormais une chose. Les caméras peuvent montrer la vérité, mais seul le cœur décide quoi faire de cette vérité. « Papa !» appela Camille en me faisant signe. « Viens avec nous. » Je souris, posai la tablette et descendis les marches du perron. La vie continuait, et elle était belle.